À Ouagadougou, 1000 bus neufs envahissent soudain les rues. Ils sont financés uniquement par l'or et le coton, sans dette extérieure, alors que le pays vit encore une guerre interne et des attaques terroristes. Ce pari, porté par une transparence rare et des audits rendus publics, veut montrer qu'un État peut réinvestir ses ressources et livrer un service concret, tout en restant fortement exposé aux marchés mondiaux. Que signifie, pour le reste de l'Afrique, la question soulevée par Ibrahim Traoré? A-t-il vraiment changé durablement les règles du jeu? Ce qui est en jeu dépasse largement un programme de transport urbain. Le projet des 1000 bus promet de répondre à 3 attentes concrètes: mobilité améliorée, emplois locaux durables et démonstration d'une souveraineté économique sans recours à l'endettement extérieur. En suivant cette expérience pas à pas, le lecteur peut comprendre comment une décision budgétaire se transforme en test politique, social et stratégique. L'enjeu est clair: montrer si des ressources nationales bien gérées peuvent produire des résultats visibles malgré l'insécurité et la pression économique. Mais le risque est tout aussi évident. Une dépendance forte à l'or et au coton, deux matières premières volatiles, peut fragiliser l'ensemble du modèle. Derrière les bus qui circulent, une question centrale se pose. S'agit-il d'une exception spectaculaire ou d'un schéma reproductible? Le projet piloté par Ibrahim Traoré sert ici de laboratoire à ciel ouvert, observé autant par les citoyens que par les analystes régionaux. Ce qui fonctionne, comme ce qui échoue, pourrait redéfinir les attentes envers l'État et sa capacité d'action. Plus de 80 millions de dollars ont été mobilisés sans dette extérieure, dans un pays en guerre. Cette somme, issue uniquement de l'or et du coton, a été intégralement auditée et rendue publique. Un fait rare dans un contexte aussi instable. Dès ce point, la promesse dépasse le symbole. Il s'agit d'un test mesurable de capacité étatique, porté politiquement par Ibrahim Traoré. Pour comprendre la portée de cette initiative, il faut revenir au contexte burkinabé récent. Le Burkina Faso traverse une crise sécuritaire profonde, marquée par des attaques terroristes récurrentes et une pression constante sur les finances publiques. Dans ce cadre, la priorité des États est souvent la survie budgétaire, au détriment des investissements structurants. Le projet des 1000 bus rompt avec cette logique défensive en choisissant l'action visible, immédiate et concentrée sur la capitale. La mini-révélation tient dans la méthode. Pas de prêts internationaux, pas de bailleurs multilatéraux, pas de conditionnalité extérieure. Le financement repose sur la réaffectation directe des revenus tirés de ressources naturelles déjà exploitées. Cette décision expose le pays à la volatilité des marchés mondiaux, mais elle lui donne aussi un contrôle total sur le calendrier, les priorités et l'exécution. Pour Ibrahim Traoré, ce choix n'est pas seulement économique, il est politique et narratif, destiné à prouver que la souveraineté peut produire des résultats concrets. Les premières semaines ont servi de test grandeur nature. Les ateliers ont été réorganisés. Des jeunes ont été formés aux métiers techniques et les premiers bus ont commencé à circuler. L'effet immédiat n'a pas été spectaculaire à l'échelle nationale, mais suffisamment tangible à Ouagadougou pour modifier la perception du projet. Là où dominait le scepticisme et l'attente prudente, une dynamique d'observation active s'est installée. À ce stade, une question reste ouverte. Ce cadre exceptionnel est-il une base solide ou simplement une fenêtre favorable difficile à reproduire ailleurs? Au cœur de cette séquence, un acteur structure le récit sans en être l'unique bénéficiaire politique. Ibrahim Traoré apparaît ici moins comme une figure abstraite du pouvoir que comme un point de convergence des décisions prises. Son rôle consiste à fixer une ligne claire, puis à laisser l'appareil administratif et technique produire des résultats observables. Cette posture, volontairement sobre, contraste avec la complexité du contexte sécuritaire et économique. Le premier effet visible s'est manifesté dans les ateliers de Ouagadougou.
Des espaces jusque-là sous-utilisés ont été réorganisés pour accueillir l'assemblage et la maintenance des bus. Des milliers de jeunes ont suivi des formations techniques accélérées, transformant un projet d'infrastructure en levier de compétences locales. Pour beaucoup, il ne s'agissait pas seulement d'un emploi, mais d'une entrée durable dans l'économie formelle. Sur le terrain, les habitants ont perçu les changements avant même d'en mesurer l'ampleur. Les bus ont commencé à circuler selon des horaires réguliers, avec des lignes identifiables, rompant avec l'imprévisibilité des anciens minibus. Les trajets quotidiens se sont raccourcis, réduisant la fatigue et améliorant l'organisation des journées de travail et d'études. Ces effets précoces ont servi de signal faible, mais décisif. Le projet ne restait pas au stade de l'annonce. Cependant, ses premiers impacts restent localisés. Ils ne résolvent ni la crise sécuritaire, ni les tensions macroéconomiques du pays. Ils montrent autre chose, la capacité d'un État à produire un changement ciblé, mesurable et rapidement perceptible par la population. La question centrale devient alors simple et directe. Ces effets initiaux peuvent-ils s'étendre sans fragiliser l'équilibre déjà précaire du système ? Le déclenchement du projet des 1000 bus ne s'est pas fait par une annonce spectaculaire, mais par une série de décisions administratives rapides et coordonnées. La première étape a consisté à identifier les ressources financières immédiatement mobilisables, issues exclusivement des revenus de l'or et du coton. Ce choix a imposé une contrainte forte. Chaque dépense devait être justifiée, traçable et compatible avec un budget sans marge d'erreur. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette contrainte a été transformée en principe directeur plutôt qu'en obstacle. La phase suivante a été celle de l'activation technique. Les dépôts existants de Ouagadougou ont été réaménagés, parfois dans l'urgence, pour accueillir l'assemblage et la maintenance des véhicules. Les premières 16 pièces sont arrivées, les équipes ont été constituées et les essais techniques ont commencé. Chaque journée apportait son lot de problèmes concrets, ajustements mécaniques, retards logistiques, adaptation des infrastructures urbaines. Cette période, tendue et peu visible pour le grand public, a pourtant été décisive. Elle a permis de tester la coordination entre les services de l'État, les équipes techniques et les responsables locaux. La montée en puissance s'est produite lorsque les premiers bus ont été mis en circulation. À ce stade, le projet est sorti des ateliers pour entrer dans l'espace public. Les rues de la capitale ont vu apparaître des lignes régulières, des horaires affichés et une signalisation plus claire. Les habitants, initialement prudents, ont commencé à intégrer ce nouveau mode de transport dans leur quotidien. La fréquentation a augmenté progressivement, validant l'utilité immédiate du dispositif. Le point de bascule est intervenu lorsque les effets se sont accumulés. Les quartiers périphériques, longtemps marginalisés, ont bénéficié d'une meilleure connexion avec le centre-ville. Les temps de trajet ont diminué, permettant une meilleure ponctualité au travail et à l'école. Cette amélioration, bien que progressive, a produit un changement systémique. La mobilité s'est devenue plus prévisible, donc plus productive. À ce moment précis, le projet a cessé d'être perçu comme expérimental pour devenir fonctionnel. Les répliques se sont ensuite manifestées sur le plan économique. L'augmentation de l'activité autour du réseau de bus a généré des emplois directs et indirects dans l'assemblage, la maintenance, la gestion et les services connexes. Des chaînes de valeur locales ont commencé à se structurer, réduisant la dépendance à des prestataires extérieurs. Cette dynamique n'a pas éliminé les risques, mais elle a modifié le calcul coût-bénéfice initial. Cependant, cette succession d'étapes révèle aussi la fragilité du modèle. Chaque phase repose sur un équilibre délicat entre ressources disponibles, stabilité politique et acceptation sociale. La question n'est plus de savoir si le projet peut fonctionner à court terme, mais s'il peut absorber des chocs externes sans interrompre la chaîne d'événements qu'il a lui-même déclenchée. Avant le projet, la mobilité urbaine à Ouagadougou reposait sur un réseau fragmenté, irrégulier et largement informel. Après sa mise en œuvre, un système structuré a commencé à produire des effets mesurables. Le premier indicateur concerne l'investissement initial. Plus de $1 million ont été réaffectés à l'infrastructure de transport sans recourir à la dette extérieure.
Cette somme représente un changement d'échelle, car elle démontre qu'un financement interne peut soutenir un projet visible malgré un contexte sécuritaire contraint. En pratique, ce montant a permis de couvrir l'assemblage, la mise en circulation et l'organisation opérationnelle du réseau. Tout en restant sous contrôle budgétaire grâce à des audits publics réguliers. Le second indicateur porte sur le temps de déplacement. Les données disponibles montrent une réduction moyenne proche de 30% des durées de trajet sur les axes desservis. Cette baisse n'est pas seulement un gain de confort, elle se traduit par une amélioration directe de la productivité quotidienne. Moins de temps passé dans les transports signifie davantage d'heures disponibles pour le travail, l'éducation ou les activités familiales. Dans une capitale où les retards étaient structurels, ce changement modifie l'organisation sociale à petite échelle, quartier par quartier. Le troisième indicateur concerne l'emploi. Plus de 10 000 postes directs et indirects ont été créés autour du projet, couvrant l'assemblage, la maintenance, la gestion des lignes et les services associés. Chaque emploi ne se limite pas à un revenu immédiat. Il correspond à une compétence acquise localement et réutilisable à long terme. Cette montée en compétences réduit progressivement la dépendance à des prestataires étrangers et renforce la capacité interne de gestion des infrastructures. Ces trois chiffres, pris ensemble, dessinent une trajectoire cohérente. L'investissement initial sert de levier, la réduction des temps de trajet améliore l'efficacité urbaine et la création d'emplois consolide l'économie locale. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu est précisément là. Transformer des données brutes en arguments politiques crédibles, fondés sur des résultats observables plutôt que sur des promesses abstraites. Cependant, ces indicateurs doivent être interprétés avec prudence. Ils reflètent une phase de déploiement encore récente et concentrée principalement sur la capitale. Leur stabilité dépend de plusieurs facteurs externes. L'évolution des prix de l'or et du coton, la capacité à maintenir les audits et la continuité administrative. Une variation défavorable de ces paramètres pourrait réduire la marge de manœuvre financière et ralentir l'entretien du réseau. À ce stade, les chiffres ne prouvent pas une réussite définitive, mais ils valident une hypothèse. Un État peut produire des effets mesurables en mobilisant ses ressources internes, à condition d'accepter un niveau de risque élevé. La question centrale devient alors prospective. Ces indicateurs peuvent-ils rester positifs si le contexte économique ou sécuritaire se détériore, ou ne sont-ils que le reflet d'une fenêtre temporairement favorable? Les critiques du projet des 1000 bus s'articulent autour de deux arguments principaux. Le premier concerne la dépendance aux matières premières. Financer une infrastructure entière à partir de l'or et du coton expose le Burkina Faso aux fluctuations des marchés mondiaux. Une chute brutale des prix pourrait réduire les revenus disponibles, compliquer l'entretien de la flotte et fragiliser l'équilibre budgétaire. Dans un pays déjà sous pression sécuritaire, ce risque est présenté comme un facteur d'instabilité supplémentaire, susceptible d'annuler les gains initiaux. Le second argument porte sur le contexte politique et institutionnel. Certains analystes estiment qu'un tel modèle exige une discipline administrative et une transparence difficile à maintenir dans la durée. Selon cette lecture, les audits publics et la gestion rigoureuse observée au lancement pourraient s'éroder avec le temps, transformant un projet exemplaire en charge structurelle. Le succès initial serait alors moins le produit d'un système robuste que celui d'une conjoncture momentanément favorable. Face à ces critiques, les partisans du projet avancent une réponse structurée. Ils soulignent d'abord que la dépendance aux ressources internes n'est pas une faiblesse en soi, mais un choix stratégique. En mobilisant l'or et le coton, le pays conserve le contrôle total de ses priorités, sans conditionnalité extérieure. Cette autonomie permet des ajustements rapides, impossibles dans un cadre de financement international classique. Pour Ibrahim Traoré, cette capacité d'arbitrage interne constitue précisément le cœur de la souveraineté recherchée. Le second élément de réponse repose sur la montée en compétences locales. Les formations techniques, l'assemblage
et la maintenance réalisée sur place créent une expertise durable. Cette expertise réduit progressivement les coûts et renforce la résilience du système. Contrairement à un projet clé en main importé, le réseau de bus s'appuie sur des savoir-faire internes, adaptables aux contraintes locales. Aucun de ces arguments ne supprime le risque. Il déplace cependant le débat. La question n'est plus de savoir si le modèle est dangereux, mais s'il est plus ou moins risqué que l'alternative habituelle fondée sur l'endettement. À ce stade, le projet n'apporte pas une réponse définitive, mais il oblige à comparer deux formes de vulnérabilité plutôt qu'à en accepter une seule par défaut. Le véritable changement opéré par le projet des 1000 bus ne se situe pas uniquement dans les chiffres ou les infrastructures, mais dans la logique de gouvernance qu'il installe. Jusqu'ici, l'initiative était lue comme un pari budgétaire risqué. Elle apparaît désormais comme un mécanisme d'apprentissage institutionnel. En d'autres termes, le projet sert moins à prouver qu'à entraîner. Il oblige l'administration, les équipes techniques et les décideurs à fonctionner dans un cadre de responsabilité continue, sous le regard public. Cette révélation modifie la grille de lecture. Les audits publiés, la traçabilité des dépenses et la formation locale ne sont plus des éléments accessoires, mais les piliers du dispositif. Sans eux, le financement interne serait intenable. Avec eux, il devient un outil de discipline collective. C'est ici que la stratégie portée par Ibrahim Traoré prend tout son sens. Le projet n'est pas conçu pour éliminer le risque, mais pour rendre le risque gouvernable. À ce point du récit, l'enjeu se déplace. La question n'est plus seulement de savoir si les bus continueront à rouler, mais si cette méthode peut être transposée à d'autres secteurs. Transport aujourd'hui, énergie ou agriculture demain. Le projet cesse alors d'être un cas isolé pour devenir un précédent, observé bien au-delà de Ouagadougou. Les effets du projet des 1000 bus ne se répartissent pas de manière uniforme. Ils touchent différemment les institutions publiques, les acteurs économiques, les citoyens et l'environnement régional, révélant des lignes de transformation parfois discrètes, mais cumulatives. Cette diversité d'impact permet d'évaluer la portée réelle de l'initiative au-delà de son image symbolique. Pour les institutions publiques, le premier changement réside dans la capacité de coordination. La gestion du réseau impose une planification régulière, une maintenance prévisible et une communication continue avec les usagers. Cette exigence renforce des compétences administratives souvent fragilisées par la crise sécuritaire. Les audits publiés et la visibilité des résultats obligent également l'État à maintenir un niveau de discipline rarement observé sur des projets d'infrastructure de cette ampleur. Dans ce cadre, l'approche défendue par Ibrahim Traoré transforme l'action publique en processus vérifiable plutôt qu'en promesse politique. Du côté des acteurs économiques, les effets se manifestent par la structuration de nouvelles chaînes de valeur locales. Les ateliers de maintenance, la production de pièces et les services associés génèrent une activité régulière, moins dépendante de contrats ponctuels. Les petites entreprises locales bénéficient d'une demande plus stable, tandis que les compétences techniques acquises élargissent les perspectives professionnelles. Cette dynamique reste fragile, mais elle introduit une logique de continuité économique plutôt qu'une succession d'interventions isolées. Pour les citoyens, l'impact est avant tout quotidien. La réduction des temps de trajet améliore l'accès au travail, à l'éducation et aux soins. Les quartiers périphériques, longtemps marginalisés, gagnent en visibilité et en connexion avec le centre urbain. Cette amélioration, bien que progressive, modifie les routines familiales et réduit certaines inégalités d'accès aux services essentiels. Le projet agit ici comme un amortisseur social, sans prétendre résoudre des problèmes structurels plus profonds. À l'échelle régionale, enfin, le projet envoie un signal politique. Il montre qu'un pays en situation de crise peut lancer une initiative structurante sans recourir à l'endettement extérieur. Cette posture suscite à la fois intérêt et prudence chez les observateurs voisins. Si le modèle réussit, il pourrait inspirer d'autres capitales africaines. S'il échoue, il renforcera les arguments en faveur de solutions plus conventionnelles. Ces conséquences, prises ensemble, dessinent un tableau nuancé.
Le projet ne transforme pas instantanément le Burkina Faso, mais il reconfigure certaines attentes. Il démontre que des effets tangibles peuvent émerger d'une stratégie fondée sur des ressources internes, à condition d'accepter une exposition accrue au risque. La question centrale n'est donc plus celle de l'intention, mais celle de la capacité à maintenir ces effets dans le temps, lorsque l'attention politique et médiatique se déplacera. À horizon de 6 à 12 mois, l'avenir du projet des 1000 bus peut suivre 3 trajectoires distinctes, chacune dépendant d'un ensemble de conditions économiques, politiques et organisationnelles. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture permettant d'anticiper les choix à venir. Dans un premier scénario, celui d'une stabilisation prudente, les choses évoluent ainsi. Dans cette configuration, le réseau reste pleinement opérationnel à Ouagadougou, sans expansion majeure. Les revenus issus de l'or et du coton demeurent suffisants pour couvrir l'entretien courant, tandis que la gestion continue de s'appuyer sur des audits réguliers. Le projet remplit alors sa fonction première, offrir un service fiable et maintenir les emplois créés. L'impact reste localisé, mais la crédibilité de l'État est préservée. Ce scénario suppose une discipline administrative constante et une attention soutenue au coût, sans chercher à accélérer le rythme. Dans un scénario plus optimiste, celui d'une extension maîtrisée, l'évolution pourrait être la suivante. Si les conditions économiques sont favorables et que la stabilité politique se maintient, le projet pourrait être étendu à d'autres villes. De nouveaux ateliers seraient ouverts et les programmes de formation élargis. Cette trajectoire transformerait l'initiative en politique nationale de mobilité, renforçant l'industrie locale et la cohérence territoriale. Dans ce cas, la stratégie associée à Ibrahim Traoré gagnerait en portée régionale en montrant qu'un financement interne peut soutenir une montée en charge progressive. Le risque principal réside alors dans la capacité à gérer simultanément plusieurs sites sans diluer les standards de transparence. Dans un scénario défavorable, marqué par des pressions et une fragilisation, voici ce qui pourrait se produire. Une chute des prix des matières premières ou une dégradation du contexte sécuritaire pourrait réduire les ressources disponibles. Les coûts d'entretien augmenteraient, certaines lignes seraient ralenties et la confiance des usagers pourrait s'éroder. Le projet deviendrait un point de tension budgétaire, exposant ses limites structurelles. Ce scénario alimenterait les critiques sur la viabilité d'un modèle sans soutien extérieur. Face à ces trajectoires, une recommandation s'impose. Privilégier l'adaptabilité. Plutôt que de viser une croissance rapide, la capacité à ajuster le rythme, à renforcer les compétences locales et à préserver la transparence déterminera la durabilité du projet. L'enjeu n'est pas de choisir un scénario idéal, mais de rester capable de naviguer entre eux sans rupture brutale. Au-delà des indicateurs et des scénarios, le projet des 1000 bus modifie des trajectoires individuelles de manière concrète. Pour les travailleurs urbains, la première transformation tient à la prévisibilité. Des horaires plus fiables réduisent l'incertitude quotidienne, facilitent la ponctualité et limitent les coûts cachés liés au retard répété. Cette stabilité, souvent sous-estimée, agit comme un facteur de sécurité économique à petite échelle. Pour les étudiants et les familles, l'impact se manifeste dans l'organisation du temps. Des trajets plus courts et réguliers permettent une meilleure assiduité scolaire et un accès plus simple aux services de santé. Les quartiers périphériques, longtemps pénalisés par l'isolement, bénéficient d'une intégration plus fluide au tissu urbain. Cette connexion accrue ne supprime pas les inégalités, mais elle réduit certaines barrières structurelles liées à la distance et au transport. Pour les jeunes formés dans les ateliers, le changement est d'une autre nature. L'acquisition de compétences techniques crée des perspectives professionnelles durables dans un marché du travail contraint. Ces compétences sont transférables, utilisables au-delà du seul projet de transport et renforcent l'employabilité à moyen terme. Le projet devient ainsi un point d'entrée vers une économie plus formalisée, même si cette transition reste progressive. Enfin, pour les usagers ordinaires, l'effet est souvent perçu comme discret, mais cumulatif. Moins de fatigue, une meilleure gestion des journées,
Et une confiance accrue dans les services publics transforme la relation à l'État. Le projet ne règle pas tous les problèmes, mais il introduit une expérience tangible de fonctionnement institutionnel. Ces changements, pris ensemble, montrent que l'impact réel ne se mesure pas seulement en kilomètres parcourus ou en bus en circulation. Il se lie dans les ajustements quotidiens, dans la manière dont les individus réorganisent leurs priorités et leurs attentes. La question qui demeure est simple: ces gains ordinaires peuvent-ils résister aux chocs futurs sans perdre leur crédibilité? À ce stade, la pérennité du projet des 1000 bus dépend moins de nouvelles annonces que d'une exécution méthodique. Une première étape essentielle consiste à maintenir la transparence financière dans la durée. La publication régulière des audits, déjà engagés, doit devenir une routine institutionnelle. Elle permet de préserver la confiance des citoyens et d'anticiper les dérives avant qu'elles ne deviennent structurelles. Sans cette discipline, le financement interne perdrait rapidement sa crédibilité. La deuxième étape concerne les compétences humaines. Les formations techniques initiales doivent évoluer vers des parcours continus, intégrant certification, spécialisation et transmission des savoirs. Cette professionnalisation progressive garantit que la maintenance et la gestion du réseau ne reposent pas sur quelques individus, mais sur un socle élargi de compétences locales. C'est à ce niveau que la stratégie portée par Ibrahim Traoré peut produire un effet durable, en transformant un projet ponctuel en capacité institutionnelle. Troisièmement, la diversification des ressources devient un impératif. Sans abandonner l'or et le coton, il s'agit de réduire leur poids relatif en explorant d'autres sources de revenus compatibles avec le contexte national. Cette diversification n'a pas pour objectif l'expansion rapide, mais la stabilisation du modèle face aux chocs extérieurs. La quatrième étape touche à l'extension territoriale maîtrisée. Toute croissance du réseau doit être progressive, fondée sur des indicateurs précis de performance et de soutenabilité. Étendre trop vite reviendrait à fragiliser l'ensemble. Avancer par paliers permet d'ajuster sans rupture. Enfin, l'implication des citoyens constitue un levier souvent sous-estimé. Des mécanismes de retour d'expérience, simples mais réguliers, peuvent guider les ajustements opérationnels. Cette participation renforce l'appropriation collective du projet. Pris ensemble, ces leviers dessinent une logique claire, consolidée avant d'élargir. La réussite ne dépend pas d'un geste spectaculaire, mais de la capacité à répéter des décisions cohérentes dans le temps. La question reste ouverte. Cette constance peut-elle être maintenue lorsque la pression politique et économique s'intensifiera? Dans les ateliers d'Oua de Ouagadougou, un geste revient sans cesse. Ajuster une pièce, vérifier un circuit, tester un mécanisme. Ce geste, répété des milliers de fois, a pris une valeur qui dépasse largement sa fonction technique. Il incarne une tentative de reconstruction par l'action, dans un pays habitué aux promesses inachevées. Chaque bus assemblé devient alors un symbole discret de capacité retrouvée, plus qu'un simple moyen de transport. Ce rappel ramène au point de départ du récit. Le projet n'est pas né d'une situation idéale, mais d'un contexte de crise profonde. C'est précisément ce contraste qui lui donne sa portée. En choisissant d'agir avec des ressources internes, Ibrahim Traoré a inscrit cette initiative dans une logique de responsabilité assumée, où chaque résultat compte davantage que chaque discours. Le projet ne prétend pas offrir une solution universelle, mais il propose une méthode ancrée dans le réel. L'émotion qui en découle n'est pas spectaculaire, elle est faite de fierté mesurée, de confiance prudente et d'espoir conditionnel. Les habitants ne parlent pas de révolution abstraite, mais de trajets plus simples, de journées mieux organisées, de perspectives nouvelles pour les jeunes formés. Ces récits ordinaires forment un contrepoint puissant au débat théorique. Une phrase s'impose alors comme un fil conducteur. La souveraineté ne se proclame pas, elle se pratique. Dans cette expérience, le Burkina Faso n'offre pas une promesse définitive, mais une direction possible. La question finale reste ouverte. Cette direction saura-t-elle résister à l'épreuve du temps
et des contraintes à venir. Le projet des 1000 bus ne se résume ni à une réussite technique, ni à un manifeste idéologique. Il invite surtout à une réflexion collective sur la manière dont les sociétés choisissent d'utiliser leurs ressources et de hiérarchiser leurs priorités. En observant cette expérience, chacun peut interroger ses propres références. Faut-il privilégier la sécurité financière immédiate ou accepter un risque calculé pour gagner en autonomie? La réponse n'est ni simple ni universelle. Ce type d'initiative rappelle que les choix publics ont toujours une dimension sociale et symbolique. Ils influencent la confiance, la participation citoyenne et la perception du rôle de l'État. Discuter de ce modèle, ce n'est pas limiter mécaniquement, mais en extraire des enseignements applicables ailleurs, selon des contextes différents. La valeur du projet réside autant dans le débat qu'il suscite que dans les bus qui circulent. L'enjeu était désormais intellectuel et civique. Partager ce récit, en débattre calmement, confronter les arguments favorables et critiques, permet d'enrichir la réflexion commune sur le développement et la souveraineté. La question finale reste ouverte et volontairement large. Dans votre propre contexte, quelle forme d'autonomie serait souhaitable et à quel prix seriez-vous prêt à les défendre?